Liberté. OK, Luc, je vais peut-être paraître bizarre, là, mais tu sais, Vas-y. espagnol, là, mettons, tu vas à Madrid, puis ça parle espagnol, c'est correct. Tu vas dans un pays d'Amérique du Sud, puis ça parle espagnol, c'est correct. Mais les États-Unis, c'est en anglais. Puis je trouve qu'un spectacle de la mi-temps pendant le match le plus important du sport national des États-Unis, puis qu'il n'y a presque pas un mot dit en anglais, je sais pas. Ça te fatigue pas, toi, un peu? Tu mets le doigt sur deux choses. D'abord, aux États-Unis, l'espagnol est probablement la langue la plus parlée. Pour avoir vu, et justement, tu te référais à l'Espagne, pour avoir travaillé comme guide touristique avec un ami qui était espagnol, on travaillait à New York, et il était capable de faire sa journée ou sa semaine en ne parlant qu'espagnol à New York. C'est dire à quel point, donc, la plupart du temps, ça ne pose pas de problème. Il y a une question d'immigration, question historique derrière ça aussi. Mais c'est la deuxième langue la plus parlée, c'est pas la première, là. Non. Mais c'est quand même une langue qui est parlée abondamment. Le français, en passant un troisième, c'est anglais, espagnol et français, du moins pour ce qui est des langues étudiées. Maintenant, je pense qu'il faut que tu le vois, si on parle du Super Bowl d'hier, comme l'investissement de la NFL. On pourra discuter ensuite, il a fait quoi, Bad Bunny, finalement? Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien? À qui ça a plu, à qui ça a déplu? La NFL cherche à constamment conquérir de nouveaux marchés. Et si on ne parle que du Super Bowl, c'est devenu un événement comme la Coupe du Monde, comme les Olympiques. C'est devenu un événement qui est international. Donc, moi, je pense qu'hier, si on le prend sous cet angle-là, c'était un excellent placement de la part de la NFL. Donc, est-ce qu'ils ont aimé tout ce que Bad Bunny a fait? Je le sais pas. Mais je suis assurément, en tout cas, je peux t'affirmer que les 133,5 millions de personnes qui étaient à l'écoute hier, ça leur a plu. Si on parle d'un marché qui, pour ce match-là, en tout cas, va bien au-delà des frontières américaines. Maintenant, on sait, la sensibilité, par exemple, si ici, on est au Centre Bell, puis qu'il se disait pas un mot de français, on serait un peu étonné. Ça dépend toujours qui est là, ça dépend pourquoi on est là, mais c'est certain que si on considère que le match se déroule aux États-Unis, ça pouvait être un clin d'œil à la communauté hispanophone, mais ça a pu froisser effectivement quelques personnes elles se sont manifestées, ces personnes-là, aujourd'hui. Elles ont dit, écoute, on a aimé la mise en scène, mais on n'a rien compris. Ça va. Pour un certain public, je peux comprendre. Ben moi, je me suis bien amusé. J'ai regardé le spectacle à mi-temps et écoute, j'ai beaucoup aimé ça. J'avais peur d'une série de discours, là, vraiment, le souligné à gros traits. Puis non, c'était rien que de la musique. On s'est amusé. La musique était bonne. La mise en scène était le fun. Donc, finalement, j'ai quand même aimé ça. Mais effectivement, voir ça sous l'angle que tu proposes au point de vue marketing, c'est vrai que ça tient debout. Écoute, et probablement, Richard, qu'on misait pas, la NFL hier ne visait pas Richard Martineau et Luc La Liberté. On vise un public, tu m'excuseras, je t'embarque avec moi dans l'aventure, mais on vise un public un peu plus jeune que nous, je pense. Et vous avez la vedette internationale, la vedette de l'art. Donc, vous faites d'une pierre plusieurs coups, je pense, en arrêtant le choix sur Bad Bunny. OK, toi qui es un fan de football, moi je regardais seulement la mi-temps, j'ai pas regardé le match. Toi qui es un fan de football, est-ce que c'était un bon match pour un fan? C'était encore là, deux angles pour ma réponse. Si on aime les stratégies défensives, si on aime le jeu défensif, on ne pouvait qu'admirer pendant un moment les performances des deux équipes, mais surtout celles des Seahawks. Si on regarde ambiance et qu'on veut un spectacle à grand déploiement pour plaire au plus de gens possible, qu'est-ce qu'on était mal servi hier? On a eu quelques étincelles au quatrième quart, mais c'est comme s'il n'y avait eu qu'une seule équipe qui avait été invitée finalement pour ce party-là. Donc, ce n'est pas un Super Bowl qui va rester, je pense, dans ma mémoire très, très longtemps. Il y a eu d'autres matchs beaucoup plus excitants, beaucoup plus intenses. J'ai trouvé un petit peu de réconfort dans le fait que le quart arrière de l'équipe gagnante, écoute, Darnold, c'est quelqu'un qui s'est essayé avec plusieurs équipes et enfin ça fonctionne. C'est une belle histoire. L'entraîneur des Seahawks, McDonald, c'est sa deuxième saison à la barre de l'équipe. C'est le 4e plus jeune coach de l'histoire et le gars gagne le Super Bowl. Sinon, et ça c'est très rare que l'amateur de football, moi, va te dire ça, j'ai aimé mieux regarder Bad Bunny et son cours d'histoire avec un tas de symboles pendant le mi-temps que au moins 3 des 4 quarts.
Est-ce que Trump s'est mis à engueuler les athlètes américains parce qu'ils ne performaient pas suffisamment ou quoi, là? Non, c'est qu'ils ne sont pas assez américains. Un peu comme hier pour le Super Bowl, on a eu dans la réaction de Trump et dans la performance de Bad Bunny deux versions du patriotisme. Donc, en même temps, on le sait, toi et moi, ça fait longtemps qu'on suit, même si parfois on le fait de façon détachée, des manifestations culturelles et sportives à l'échelle de la planète. Moi, parfois, ce qui me lassait des performances des Américains aux Jeux olympiques, j'adorais la performance physique. Je détestais un peu la guimauve dégoulinante autour des manifestations de patriotisme. Et là, on a critiqué Bad Bunny du côté de Trump. M. Trump n'aime pas que les athlètes ne veuillent pas être associés à son bilan ou à ce que fait son administration. Et de mémoire, faudrait voir, mais j'ai pas fait de vérification, je savais pas qu'on irait là exactement avec la question. C'est la première fois qu'un président américain discrédite les athlètes du pays haut et fort. Il le fait sur son réseau social. Ça, dans l'histoire, ça va. C'est pas tous les présidents qui ont eu accès à ça. Mais un président qui discrédite, qui engueule finalement ses athlètes en plein jeu olympique parce qu'eux osent dire, ben oui, on se sent très américain. Et on est fier de représenter les Américains, mais on veut pas être associé à ce que fait Donald Trump. Et c'est à ça que Donald Trump a réagi. Donc hier, supposément qu'il regardait pas ce match-là, il préférait l'autre spectacle de la mi-temps gouverné ou entraîné par Kid Rock. Donc il semble qu'il l'ait vu parce qu'il l'a critiqué. Mais de l'autre côté, pour les Jeux olympiques, donc on le sent pas encourager les athlètes comme surveiller tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, pour être certain de vilipender, restons polis, ceux et celles qui marquent un désaccord avec sa politique ou ses politiques. OK, Ghislaine Maxwell témoignait devant le Congrès. Témoignait est un fort mot, là, parce qu'elle s'est cachée derrière le 5e amendement tout le long. Voilà. Donc, on avait hâte de l'entendre. En tout cas, moi, j'avais hâte de l'entendre, sachant qu'on n'aurait peut-être pas grand-chose. Mais c'est la seule personne, finalement, qui a payé le prix jusqu'à maintenant. Bon, Epstein s'est enlevé la vie, mais de tout le monde, de tous les noms qui circulent et qu'on entend, c'est la seule qui est derrière les barreaux, même si son sort s'est nettement amélioré depuis qu'elle a accepté de rencontrer le deuxième avocat, M. Blanche, le numéro 2 du département de la justice. Et aujourd'hui, donc, elle s'en va rendre des comptes devant la population, en théorie, parce que ce sont les élus du Congrès qu'elle rencontrait. Donc, I plead the fifth. J'invoque le 5e amendement, mais son avocat passe un petit message après. Et écoute, si vous avez encore besoin d'être indigné, en colère, contrarié, accrochez-vous bien. Son avocat a carrément laissé entendre que Mme Maxwell était prête à parler pas pour discréditer, mais pour finalement blanchir Donald Trump dans les dossiers Epstein. Mais pour ça, ça prendrait une grâce présidentielle. Donc, écoute, je sais pas comment les victimes peuvent être... C'est d'une subtilité incroyable, ça? Non, écoute, mais écoute, en même temps, rappelle-toi, là, on serait pas une première... Si je suis une victime, je sais pas comment je peux faire autrement que d'être enragé. Déjà, elle est dans une prison fédérale où on la soigne et on la traite aux petits oignons, et je n'exagère pas. Elle a le droit à des services auxquels d'autres détenus n'ont pas le droit, et c'est pas la prison où elle devrait être, considérant la gravité des gestes qu'on lui reproche. Et là, carrément, elle fait une invitation au président. Moi, écoutez, je peux vous dédouaner de ça, les dossiers Epstein, mais ça se jase, ça se négocie. Donc, on n'a pas encore dit si M. Trump avait réagi, si le président Trump a réagi à cette offre-là, mais c'est son avocat, clairement, qui fait ça. Et je répète, au-delà des républicains et des démocrates, enlevez les étiquettes. Si vous êtes une des victimes ou famille des victimes, est-ce que cette offre-là vous lève le cœur? Est-ce que ça vient à bout de vous décourager de la nature humaine si vous ne l'étiez pas déjà? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Il y a toutes sortes de choses dans ce dossier-là, hein? Même des choses un peu banales. La femme de Woody Allen, elle a écrit à Epstein en disant, écoute, ma fille, notre fille, sa fille à elle, qu'elle a eue avec Woody Allen, elle veut aller dans une école privée, mais bon, elle n'a pas les notes pour. Toi, tu connais très bien le directeur de l'école. Penses-tu que tu pourrais la faire accepter? Puis là, c'est tout entre gens de l'élite, on se rend des services, hein, les uns les autres. Tu regardes ça là, comme
comme Américain moyen, c'est un peu dégoûtant quand même. Tu sais, ça valide des choses dont on discute depuis longtemps ensemble, sans parler nécessairement d'Epstein, mais je te disais, quand je regardais, parce que ceux qui ont voté pour Trump, c'est un éventail très large de personnes. Il n'y a pas un profil précis d'un électeur de Trump. Et je te disais, je comprends ceux qui votent Trump en disant, on en est, ou qui ont voté Trump, on en a assez de ce système-là, c'est pourri, c'est corrompu. Et ce qu'on laissait entendre, c'est le rêve américain, il n'existe plus. Cette idée qu'on peut partir de rien pour arriver au sommet, ces histoires-là existent encore, mais c'est infinitésimal le nombre de personnes qui sont capables de faire ça. Donc, on a toujours aux États-Unis fait valoir l'idée qu'on pouvait améliorer son sort, qu'on ferait mieux que la génération qui nous précédait. Elle s'était sacrifiée, puis nous, on allait réussir. Il y a toujours eu des exagérations dans ce fameux American Dream. Mais là, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, en vase clos, au sommet de la hiérarchie, on est capable de s'entretenir et c'est un symbole très fort, à mon avis, des écarts croissants, énormes qu'il y a entre les Américains actuellement qui sont au sommet et tous les autres. Tout à fait. C'est assez dégoûtant. Puis le pire, c'est qu'on se dit, ils vont tous s'en sortir. Qui va faire de la prison là-dedans, à part Mme Maxwell? Qui va se ramasser derrière les barreaux? Faut se souvenir que, entre autres, il y a une des jeunes filles là, qui était sur l'île, qui était un appât, là, qui s'est enlevé la vie, là, parce que suite à ce qu'elle a vécu là-bas, là. C'est là où je dis, mettez de côté les petites guerres politiques, la récupération partisane, puis ne voyez ça que sous l'angle de la justice, de la morale, de l'éthique et des victimes. Et je sais pas comment on fait, à moins d'avoir le cœur, de pas en avoir ou de l'avoir accroché très solide pour résister à l'indignation dans ce dossier-là. Merci beaucoup, Luc. On se reparle demain. Bonne journée. Salut. Salut.